Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la CPR. Je suis Frédéric Herbault, secrétaire général adjoint de la de la CPR, en charge de la supervision, du secteur bancaire. Comme nous l'avions fait l'année dernière pour notre premier exercice, nous allons, à l'occasion de cette matinée, partager avec vous les résultats de la deuxième revue thématique, climat, conduite par le secrétariat général de la CPR, qui a été un beau succès en termes de participation, puisque c'est près de 90 établissements, hein, qui ont effectivement contribué à cet exercice, qui, je crois, nous permet de donner un bon aperçu de l'appréhension de ces risques importants et de la manière de les traiter au sein des établissements. Alors, comme vous le savez, cet exercice s'inscrit d'abord dans le cadre de nos priorités de contrôle, puisque les problématiques associées au risque climatique font partie déjà depuis plusieurs années des priorités de supervision et des risques considérés comme parmi les plus essentiels à traiter pour, heu, pour la CPR. C'est d'ailleurs aussi, comme vous le savez, un sujet extrêmement important du côté de la Banque de France et c'est aussi, une priorité de supervision, une des 3 grandes familles de priorités du côté de la Banque centrale européenne pour, les établissements qui sont placés sous sa supervision directe. Heu, donc cet exercice, il a effectivement, vocation à s'inscrire dans nos priorités de supervision et de bien appréhender la manière dont ces risques sont traités. Il y a une dimension un petit peu différente aussi, pour ce deuxième exercice, c'est que, nous rentrons avec, CRD6 dans un nouveau cadre, réglementaire qui va inscrire, désormais le risque climatique dans le droit dur et donc c'est aussi important pour nous de voir comment, les acteurs de la place, se préparent à l'entrée en vigueur de ce nouveau cadre réglementaire. Alors mes collègues, détailleront dans un instant, les leçons que l'on peut tirer de manière générale de cet exercice, de cette revue thématique. Peut-être en 2 mots, je crois que ce que montre, cette deuxième revue, c'est que on enregistre un certain nombre de progrès et c'est un élément positif sur, la prise en compte, hein, des différentes, dimensions du risque climatique, à la fois dans, les modèles économiques, dans les modèles d'affaires des établissements, mais aussi dans leurs dispositifs de gestion de risque. Pour autant, alors c'est toujours un peu le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Je crois qu'il reste, du chemin, un chemin et un certain nombre de progrès à réaliser en matière, de concrétisation, d'opérationnalisation et donc ces sujets restent devant nous et au-delà du de la première partie de cette réunion, hein, qui sera vraiment consacrée au partage des grands des enseignements, des grandes leçons sur cette revue, nous aurons aussi l'occasion dans un deuxième temps de revenir sur, justement la mise en œuvre du nouveau cadre réglementaire, hein, de pouvoir, le repréciser avec vous et voir effectivement comment tout ça sera, effectivement, mis en œuvre. Voilà, et puis nous aurons bien sûr un temps d'échange, hein, sur, ces 2 dimensions et sur tous les sujets, liés au risque climatique, hein, que vous voudrez bien, partager avec nous. Nous avons un menu donc, assez copieux ce matin et je ne serai pas plus long dans ces propos introductifs, mais, nous aurons l'occasion, également de revenir, sur les différents points à travers les questions. Voilà, merci à vous et donc je donne la parole immédiatement à mes collègues.
Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Donc moi, je suis Émilie Fialon, je suis directrice adjointe de la première direction du contrôle des banques à la CPR et plus spécifiquement en charge de manière transversale de la supervision des risques climatiques et environnementaux. Donc effectivement, on va commencer par vous présenter les résultats de la revue thématique qu'on a menée cette année. Donc, vous le connaissez sans doute pour la plupart, mais on voulait vous repréciser le cadre européen dans lequel cet exercice s'est inscrit, puisqu'effectivement, notre revue thématique nationale, en fait, suivait la revue thématique européenne conduite par la BCE en 2022. Donc, un grand rappel, la BCE en 2020 a publié un guide dans lequel elle a écrit toutes les attentes qu'elle avait sur le sujet. Donc les attentes, là, on les a reprécisées, vous les connaissez, mais ce qui est important de retenir, c'est que la BCE considère, comme nous, qu'il ne s'agit pas de nouveaux risques, de nouvelles catégories de risques, les risques climatiques et environnementaux, mais bien de nouveaux facteurs de risque qui viennent impacter les risques qu'on connaît, traditionnels, de crédit, de marché opérationnel, liquidité, etc. Et donc, ils doivent vraiment s'intégrer pleinement, de manière quotidienne, dans l'ensemble de la gestion des risques par les établissements. Et donc, en toute logique, les attentes contiennent d'abord un besoin de cartographie et puis vraiment une intégration dans la stratégie, dans la gouvernance et puis vraiment décliner toute cette nouvelle dimension dans votre cadre de gestion des risques traditionnels, jusque dans l'ICAP, dans la gestion des stress tests, etc. Donc ça, ce sont les attentes de la BCE qui s'inscrivent en fait dans le droit même pré-CRD 6. Donc la BCE, suite à cette publication, avait organisé une revue thématique en 2022 pour les grandes banques qu'elle supervise. Cette revue avait montré que déjà à l'époque, donc il y a 3 ans maintenant, toutes les grandes banques avaient engagé des travaux sur ces sujets pour intégrer cette nouvelle dimension dans leur gestion des risques et qu'elles étaient plus de 80% à s'estimer significativement impactées, exposées à ces nouveaux risques. Exercice à l'issue duquel elle a publié 26 bonnes pratiques. C'est un document d'ailleurs que je recommande parce qu'on y trouve vraiment des cas très concrets de la manière dont une banque peut s'y prendre pour intégrer cette nouvelle dimension. Et à l'issue de cet exercice de revue thématique et également des stress tests qu'elle a conduits, elle a fait une première intégration de la dimension climat et environnement dans son SREP avec des inflexions possibles des notes de risque. Suite à quoi, vous le savez sans doute, elle a également fixé un échéancier à toutes les grandes banques pour vraiment demander un alignement des grandes banques sur ces attentes. Donc, les attentes publiées en 2020. L'échéancier, d'ailleurs, est aujourd'hui écoulé. Les grandes banques avaient jusqu'à mars 2023 pour conduire un exercice de cartographie de leurs risques, puis jusqu'à fin 2023 pour intégrer les risques climat et environnement dans leur gouvernance, leur stratégie et leur gestion des risques, et jusqu'à fin 2024, donc il y a un mois, pour réellement respecter l'ensemble des attentes, donc y compris une intégration de ces risques dans l'ICAP et dans les stress tests. Et vous l'avez sans doute suivi, la BCE a fait un suivi très très précis de la réalisation de ces attentes par les grandes banques, pouvant aller jusqu'à des menaces d'astreinte en cas de retard ou de non-respect. Voilà, donc notre exercice de revue thématique nationale vraiment s'inscrit dans la continuité de ce qu'a fait la BCE, étant entendu que nous restons, nous, à une phase essentiellement, malgré tout, pédagogique. Vraiment, notre ambition, déjà l'année dernière, donc on avait ciblé une 60aine d'établissements. Donc, je rappelle, évidemment, c'est le périmètre de notre compétence nationale ACPR. Donc, on avait dedans des établissements de crédit de plus petite taille, dits LSI, les établissements de crédit hors et MSU et les établissements spécialisés, entreprises d'investissement et FinTech. Donc, l'idée dans cette phase pédagogique, ça a été de vous envoyer, d'envoyer à certains, donc une 60aine, un questionnaire d'auto-évaluation, donc inspiré du questionnaire BCE qu'on a simplifié. Et l'idée, c'était vraiment de sensibiliser l'établissement à cette nouvelle dimension importante, que ces établissements puissent questionner leur stratégie, leur gouvernance à date,
Et c'était l'occasion pour nous de formuler de premières recommandations. Donc effectivement, il y a un an, vous avez déjà donné la restitution de ce premier exercice. Et dans certains cas, on a pu envoyer des recommandations écrites à certains établissements. Et surtout, nous avons renouvelé l'exercice donc en 2024. Donc en 2024, on a élargi un petit peu le périmètre des participants. Vous étiez environ 90 à avoir répondu à l'exercice. En conséquence de quoi, on a également créé un deuxième questionnaire simplifié pour les plus petits établissements, notamment ceux qui sont SNCI. On a également rationalisé le questionnaire pour qu'il soit, voilà, pour qu'il y ait moins de redondance dans les questions. Donc désormais, il y a 3 onglets qui interrogeaient la stratégie, la gouvernance et la gestion des risques, en suivant encore une fois un petit peu la logique des attentes de la BCE. Et on avait intégré quelques questions quantitatives qui sont importantes, notamment sur le calcul des émissions, scope 1, 2 et 3, et sur le Green Asset Ratio. Et nous demandions, bien sûr, le cas échéant, les documents justificatifs, les documents de référence soutenant vos réponses. Et je tiens vraiment à insister sur le fait qu'il s'agissait d'une auto-évaluation. Voilà, on est encore dans une phase assez pédagogique de l'exercice. Donc, le calendrier était celui-là. Les établissements participants nous ont répondu avant l'été. On a analysé les réponses. Le cas échéant, on a fait des échanges bilatéraux avec les établissements concernés. Et là, donc, nous sommes à l'étape de notre réunion de restitution. Et comme l'année dernière, il y aura au moins des suites, une publication, une petite publication sur les résultats. Et oui, juste dernier élément avant vraiment qu'on vous présente les résultats, pour rappeler donc les 2 grands guides qui décrivent les attentes que nous avons. Donc, il y a le guide BCE et avant cela, il y avait aussi le guide ACPR la même année qui reprend les éléments très similaires de ceux de la BCE dans son guide avec ses attentes. Et surtout, encore une fois, pour insister, donc là, je donnais les références réglementaires de notre exercice, qu'on n'a pas créé une nouvelle catégorie de risque, c'est bien de nouveaux facteurs de risque, et que c'est pour ça, d'ores et déjà à droit constant, avant même l'entrée en vigueur de nouveaux textes, dont CRD6, la CPR est tout à fait fondée à mener ces exercices qui, en fait, ces nouveaux risques climatiques et environnementaux impactent les risques traditionnels, et donc c'est bien dans vos cadres déjà existants qu'il convient d'en tenir compte. Et je passe la parole à mes collègues pour la présentation des résultats à proprement parler. Merci Émilie. Voilà, alors avant de rentrer dans le détail des résultats, un petit point général sur l'exercice en lui-même et sur donc, les observations qu'on a pu faire cette année. Sur l'exercice en lui-même, c'est un point d'attention méthodologique, puisque c'est un exercice d'auto-évaluation, donc qui comporte une dimension subjective. Et donc, c'est un point à prendre en compte dans le cadre d'une agrégation de données. Cette subjectivité fait que l'analyse qu'on fait des données appelle à un petit peu de recul. Cette précaution étant prise, on observe, comme on a pu le dire en introduction, une dynamique positive en matière de prise en compte des facteurs climatiques et environnementaux par les établissements dans leur cadre général d'évaluation du risque, de leur risque, de leur profil de risque. Donc on voit qu'ils capturent de plus en plus, ils essayent en tout cas de développer des moyens pour capturer de plus en plus ces risques dans le cadre de l'évaluation de l'environnement économique dans lequel ils opèrent, dans le cadre de l'élaboration et de la mise en œuvre de leur stratégie. On voit aussi qu'il y a un effort aujourd'hui de plus en plus marqué pour intégrer ces risques climatiques et environnementaux dans le dispositif de contrôle et de gestion des risques, donc dans le cadre de la détermination des ICAP, des ICARAP, mais aussi dans le cadre de l'analyse des risques qui est faite au titre du RACI. Et puis on observe aussi de manière générale un effort assez marqué qui est fait en matière de formation, aussi bien au niveau des dirigeants effectifs, des membres des organes de gouvernance, mais aussi des salariés, des entités qui ont été couvertes par le questionnaire.
ce qui est un point extrêmement important. Donc, pour résumer, on voit que les établissements sont dans une dynamique pour s'approprier ces risques et pour mettre en place les principaux blocs qui sont nécessaires pour bien intégrer les dimensions climatiques et environnementales dans l'analyse, le contrôle et la gestion des risques auxquels les établissements sont soumis. Voilà, je laisse la parole à Orlane pour la présentation des résultats agrégés détaillés. Et donc pour vous illustrer un petit peu ces évolutions, on va voir un petit peu plus en détail les différentes réponses qui ont été apportées au questionnaire. Donc dans un premier temps, concernant l'impact des risques climatiques et environnementaux sur le modèle d'affaires et la stratégie des établissements répondants, on note une petite évolution puisque 75% des établissements déclarent tenir compte de ces risques au moins partiellement lorsqu'ils déterminent et mettent en œuvre leur stratégie, donc contre 62% l'année dernière. Pour aller un petit peu plus loin, on voit sur le deuxième graphe que seuls 26% des établissements déclarent effectuer une évaluation de l'alignement de leur stratégie avec un chemin de transition. Donc toujours une petite évolution puisque seulement 21% de ces réponses étaient positives l'année dernière. Et parmi ces établissements, 28% d'entre eux déclarent que ce chemin de transition est conforme à l'accord de Paris et 11 indiquent l'avoir formalisé en tant que plan. Alors, ici, on s'intéresse à l'intégration des risques climatiques et environnementaux dans l'exposition des risques prudentiels basiques des établissements, donc notamment le risque de crédit dans l'ordre, le risque de responsabilité ou de réputation, le risque de liquidité et le risque opérationnel. Donc, comme Émilie l'a rappelé juste avant, donc les risques climatiques et environnementaux ne sont pas des nouveaux risques, hein, ils viennent impacter des risques prudentiels déjà existants. Donc, sur la partie haute de cette diapositive, on représente donc les établissements qui déclarent être exposés au moins partiellement à chacun de ces risques suite à leur exposition au risque de transition. Et sur la partie basse, donc c'est la même chose, mais concernant leur exposition au risque physique. Donc, pour rappel, le risque de transition désigne la perte financière qui résulte de la transition vers une économie en faible émission de carbone et durable d'un point de vue environnemental, et le risque physique, lui, fait plutôt référence aux conséquences directes du changement climatique sur l'économie. Donc, je ne vais pas vous citer tous les pourcentages, mais ce qu'on remarque ici et ce qui est intéressant de relever, c'est de voir en fait la relative stabilité du risque opérationnel. Donc, on voit que 43% des établissements déclarent être exposés au moins partiellement à un risque opérationnel résultant de leur exposition au risque de transition, 59 pour le risque physique, 59 l'année dernière également pour le risque physique et 49 l'année dernière pour le risque de transition. Donc ça n'a pas beaucoup évolué, une petite baisse pour le risque de transition, mais par contre, à contrario, on voit une très grosse augmentation pour l'exposition au risque de crédit, avec 66% pour le risque de transition contre 55 pour l'année dernière et 69 pour le risque physique contre 56 en 2023. Donc on voit une grosse évolution qui montre la prise en compte en fait accrue de ces risques et non plus sous le scope seulement opérationnel, donc l'intégration dans le PUPA par exemple, mais avec une évaluation plus ouverte sur les autres risques. Et alors, par ailleurs, on a rajouté une petite phrase en bas où on montre que 72% des établissements déclarent ne pas réaliser d'analyse quantitative et 55 indiquent ne pas réaliser d'analyse qualitative. Donc ça, c'est pour le risque de crédit. Et donc la slide juste après, c'est un petit focus justement sur ces analyses quantitatives et qualitatives. Les questions quantitatives étaient une nouveauté du questionnaire 2024. Et très peu d'établissements finalement déclarent procéder à des analyses quantitatives de leur exposition à ces risques, donc crédit, réputation, liquidité opérationnelle, résultant de leur exposition aux risques climatiques et environnementaux, notamment sur la première image graphique. On voit que, par exemple, seulement 5% des établissements déclarent effectuer une analyse quantitative de leur exposition sur, par exemple, le risque de responsabilité, 11% pour le risque de liquidité. Donc, c'est des réponses avec des
des pourcentages assez faibles. Et justement, c'est un petit peu aussi des questions qu'on s'est posées quand on a analysé ces résultats. C'est comment autant d'établissements déclarent intégrer ces risques dans leur évaluation, mais par ailleurs déclarent réaliser très peu d'analyses, qu'elles soient quantitatives ou qualitatives. Alors ici, on va passer sur la partie gouvernance. Donc, on note qu'une expertise en matière de connaissance et de gestion des risques climatiques et environnementaux est de plus en plus présente au sein des établissements, que ce soit au niveau des dirigeants effectifs, donc dans le premier graphe, où on est passé juste en dessous de la moyenne pour les établissements qui déclarent encore que les dirigeants effectifs n'ont pas d'expertise spécifique en la matière. Donc 49%, c'est encore beaucoup, mais c'est une bonne avancée par rapport à l'année dernière où 67% des établissements avaient répondu négativement à cette question. Idem pour l'organe de surveillance, où là, les résultats sont présentés d'une autre manière. Hein. Ce n'est pas les établissements qui déclarent ne pas avoir de membres d'organes de surveillance disposant d'une expertise, mais qui déclarent en avoir plus d'un. Donc 61% cette année et 25% l'année dernière. Donc on note une évolution sur ce point. Et également sur le troisième graphe qui représente le nombre d'établissements déclarant former leurs employés aux risques climatiques et environnementaux. Donc 64% de réponses positives cette année contre 50% l'an dernier. Donc, par ailleurs, même si on note donc une croissance de la connaissance et de l'expertise des organes de direction sur le sujet, on note également quand même un manque petit bug, pardon, puisque seuls 21% des établissements déclarent communiquer des données agrégées qui reflètent leur exposition à ces risques, afin de permettre aux dirigeants effectifs et aux organes de surveillance de prendre des décisions en connaissance de cause. Et seulement 12% avaient répondu positivement l'année dernière à cette question. Donc c'est une évolution, mais 21, ça reste encore des chiffres assez faibles. Et seuls 33% des établissements déclarent avoir désigné des responsables de la gestion des risques liés au climat et à l'environnement dans le cadre de leur dispositif de contrôle interne au sein de leur structure. 26% l'année dernière, donc même si ces chiffres évoluent, ils restent encore assez bas. Et enfin, avant de passer aux résultats du questionnaire simplifié, on met ici en avant de grosses évolutions, notamment sur l'intégration de ces risques dans le cadre de gestion des risques en vue de les gérer, de les surveiller et de les atténuer sur un horizon de temps suffisamment long. Donc 75% des établissements déclarent le faire au moins partiellement contre 45% l'an dernier. Et avec un exemple un petit peu plus concret sur un exercice que vous connaissez bien, 41% des établissements déclarent intégrer au moins partiellement ces risques dans la détermination de leur ICAP ou ICARAP contre 23% l'année dernière. Donc c'est une grosse évolution sur ce domaine. Et enfin, donc, il y a un petit focus sur le questionnaire simplifié où les résultats sont un petit peu plus mitigés, que ce soit dans l'évaluation du potentiel impact de ces risques sur le modèle d'affaires et la stratégie des établissements. On voit que 60% des établissements déclarent que ces risques ont au moins un impact partiel sur leur modèle d'activité ou leur profil de risque, mais seulement 44 déclarent l'inclure au moins partiellement dans leur cadre d'appétit au risque. Donc, même constat au niveau de la gouvernance, où seuls 29% des établissements déclarent qu'au moins un membre de leur organe de surveillance dispose d'une expertise spécifique en la matière. Et seuls 43% des établissements déclarent former leurs employés à ces risques. Et enfin, en termes de gestion des risques, donc 54% des établissements déclarent inclure au moins partiellement les facteurs des risques donc, liés au climat et à l'environnement dans leur suivi des risques, 26 dans leur évaluation de leur exposition au risque de crédit et 43 dans l'évaluation de leur exposition au risque opérationnel. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on disait sur la slide avec les différents risques. Là, c'est la première année, c'est le premier questionnaire. Et on voit que le risque opérationnel est beaucoup plus fort que sur les autres. Donc, encore une fois, c'est une première base d'auto-évaluation pour ces acteurs qui sont nouvellement intégrés dans cet exercice. Voilà, donc
On a vu que l'évolution est globalement positive entre les deux questionnaires. Il y a tout de même un mais, donc le verre à moitié vide, concernant un certain nombre de faiblesses qui restent identifiées, qui étaient déjà identifiées dans le premier questionnaire et qui restent aujourd'hui persistantes. Le point le plus frappant est très certainement la faiblesse persistante en matière de données chiffrées, d'analyse quantitative, mais aussi d'analyse qualitative. Ce qui est la traduction d'une opérationnalisation des risques climatiques et environnementaux encore insuffisante pour beaucoup d'établissements, hein. La situation est évidemment hétérogène selon la taille et la complexité des entités, mais c'est quand même de manière agrégée ce qui ressort de ce deuxième exercice. On voit que beaucoup d'établissements encore aujourd'hui n'intègrent pas pleinement, explicitement les risques climatiques et environnementaux dans leur cadre d'appétit au risque, hein, qui est un élément extrêmement structurant. Et donc cette absence est un vrai point d'attention. Que pour beaucoup d'entre eux, les risques climatiques et environnementaux, ces facteurs de risque sont pas pris en compte ou pris en compte de manière relativement limitée dans l'évaluation d'un risque aussi majeur que le risque de crédit, qui est souvent le risque le plus prégnant pour les établissements couverts par le questionnaire. On voit qu'il y a des distinctions qui sont encore assez partielles entre les risques climatiques et environnementaux et la gamme beaucoup plus large des risques ESG. Une appropriation qui est encore fragile par les organes de gouvernance, et puis des formations qui, certes, montent en puissance, mais qui sont quand même pour un certain nombre encore très axées sur, par exemple, les éco-gestes, les gestes éco-responsables, ce qui n'est pas nécessairement l'axe qu'on attend pour assurer une appropriation pleine et entière des risques climatiques et environnementaux au niveau aussi bien donc, des organes de gouvernance que des lignes métiers. Voilà. Ceci étant dit, on voit au titre de ce questionnaire que la dynamique est positive. On mesure l'ampleur des travaux qui sont entrepris et je dirais le défi que représente la prise en compte des risques climatiques et environnementaux. Et on voit tout de même aujourd'hui un certain nombre de bonnes pratiques qui émergent. On a donc des établissements qui intègrent ces risques dans leurs ICAP, dans leurs ICARAP. On a des établissements aujourd'hui qui mettent en place des listes d'exclusion, qui intègrent ces risques dans le cadre du processus d'octroi, de manière très opérationnelle. Qui établissent qui font des analyses scope 1, 2 et 3, donc qui rentrent dans le champ de l'analyse quantitative, qui est certainement le champ le plus complexe au titre de ces risques. Donc on voit que si le pas est important, si la marche est haute, néanmoins, on a des exemples qui montrent que c'est possible, que on peut arriver à s'approprier ce risque. Et c'est important voilà, de poursuivre ces efforts dans le cadre de l'évolution du champ réglementaire qui est en cours, et notamment de l'entrée en vigueur de CRD6 l'année prochaine, sur lequel les collègues de la Direction des Affaires internationales vont revenir dans quelques instants. Merci beaucoup. Et donc, dernière slide, juste pour vous dire un petit peu les suites qu'on vous a données, hein. Donc, on aura un petit compte-rendu de l'exercice dans notre rapport annuel. Il est possible qu'on envoie à certains des recommandations écrites, voilà, qu'on traitera dans le cadre du contrôle permanent. Juste également pour vous dire que dans le cadre du MSU, il y a des réflexions spécifiques sur les établissements de crédit plus petits, donc les LSI, pour intégrer la proportionnalité, pour appliquer le cadre réglementaire de manière proportionnée. Également pour vous dire que petit à petit, on a aussi la dimension risque climatique et environnementaux est prise en compte par notre supervision sur place, voilà, avec quelques missions qui ont intégré cette nouvelle dimension. Et voilà, comme Lucas vient de le dire, bien sûr, à l'aune de l'intensification réglementaire, notamment de CRD6, il faut s'attendre à une attention accrue du superviseur sur ces sujets.
On peut peut-être faire une pause questions-réponses dès maintenant sur cette première partie, sachant qu'ensuite, on donne la parole donc aux collègues de la Direction des affaires internationales qui vont vous rappeler, représenter les évolutions réglementaires sur ces sujets. Donc là, je vous passe la parole. Il y a une première question à distance qui concerne les références réglementaires de la CRD 6 et une demande quand est-ce qu'elles seront applicables pour les établissements financiers en principauté de Monaco. Non, alors ça, enfin, envoyez-nous une réponse, enfin une question par écrit, parce que les collègues concernés ne sont pas dans la salle. Donc, il faudra qu'on leur pose la question. Un mot sur le cadre, hein. Comme vous le savez, sur l'application à Monaco, il faut que les textes européens puissent être ensuite listés, inscrits dans l'annexe de la convention entre l'Union européenne et Monaco, hein. Donc voilà, c'est un point là sur les références précises, effectivement, à revérifier. Bonjour, merci pour votre présentation. Peut-être une petite question sur l'analyse quantitative. Vous en avez souligné à la fois la faiblesse et la complexité, donc notamment sur l'intégration sur la gestion des risques de crédit, qui pose un certain nombre de questions méthodologiques ou d'approches en fait assez spécifiques sur ce type de risque. Donc je me demandais si on pouvait s'attendre à des publications de guides ou d'aide en fait sur l'intégration de ce risque-là, ou est-ce qu'on est encore sur une approche un peu voilà, encore personnalisée au niveau de chacune des institutions pour gérer, évaluer ce type de risque en fait? Alors, je ne pense pas qu'il y ait aujourd'hui d'éléments spécifiques là-dessus. Ceci dit, on a l'ensemble de la documentation BCE qui offre une base pour approcher la question. Mais en effet, c'est un exercice interne aux établissements. Il est attendu que les établissements, je dirais, fassent un travail qui corresponde à leur propre niveau d'exposition et à l'intégration des facteurs de risque climatiques et environnementaux dans le risque de crédit traditionnel. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nécessite un travail interne. Les éléments que vous allez trouver au niveau de la BCE seront des éléments de cadrage généraux, mais qui n'apporteront pas d'éléments, je dirais, techniques, si je puis dire, de ce point de vue-là. Allez-vous reconduire l'exercice cette année pour le même périmètre d'établissement? Alors, on va reconduire un exercice en 2025. On est en train de réfléchir au périmètre exact. Donc, je ne vais pas faire de réponse complète, mais notre idée déjà, c'est de faire un focus spécial sur les plans de transition. Donc, a priori, plutôt pour les établissements concernés par la CRD 6. Voilà, l'idée, c'est vraiment que 2025 soit une année préparatoire pour vous, avant l'entrée en vigueur de CRD 6, et donc la nécessité de réaliser des plans de transition basés sur les risques. Enfin, les collègues de la DAI vont revenir dessus. Après, on ne s'interdit pas de refaire un questionnaire d'auto-évaluation sur la gestion des risques plus généralement, hein, comme on l'a présenté au-delà des plans de transition, sachant que
Maintenant, l'idée, c'est quand même que ça devienne aussi du contrôle permanent. Voilà, que ça soit des sujets, des échanges annuels que vous avez avec vos contrôleurs. Voilà. Donc, sur le périmètre exact, on vous reviendra, mais en tout cas, on a déjà cette idée d'un focus plan de transition. Une autre question sur les graphiques qui étaient présentés. On voyait les améliorations entre 2023 et 2024. Est-ce que ça provient bien d'un même périmètre d'établissement ou est-ce qu'il y avait on a inclus dedans ce que les établissements rajoutés en 2024? Les établissements qui ont été rajoutés, normalement, ils avaient le questionnaire simplifié. Donc, la différence de pourcentage, c'est tous ceux qui ont reçu le questionnaire standard cette année et ceux qui ont reçu le questionnaire de l'année dernière. Il y a peut-être quelques établissements en plus, mais on n'a pas intégré les petits établissements. Non, et là-dessus, si je peux rajouter sur certains établissements, donc les chiffres agrégés montrent une amélioration et on a vraiment vu des fortes améliorations sur certains acteurs, même en une année, voilà, qui ont réussi à faire un calcul dans l'ICAP, à modifier leur dispositif, leur gouvernance. Enfin, il y a quand même, au moins chez certains, des améliorations nettes qui montrent que c'est possible. Voilà, je fais écho à ce que disait Lucas un peu plus tôt. Est-ce que dans la publication du rapport qui sera fait, il y aura des éléments sur les analyses quantitatives qui ont été faites par certains établissements, je pense au scope 1, 2 et 3 surtout, et au GAR, pour permettre d'avoir un benchmark et une moyenne? Non, non, la publication ACPR sera beaucoup plus courte que ça. Là, a priori, on pourra vous transmettre le document qu'on vous a projeté. La publication sera plus courte, hein. C'est pour faire mention de l'exercice. On n'a pas vocation à faire une publication détaillée de l'ensemble des résultats. Une question sur la différenciation entre risques environnementaux par rapport aux risques climatiques. Est-ce que vous arrivez à différencier l'avancement entre les deux? Alors là-dessus, les questions n'étaient pas différenciées. Donc, ça ne transparaît pas du questionnaire, enfin des résultats agrégés qu'on vous transmet. Après, je ne crois pas trahir de secret en disant que c'est surtout sur le risque climatique que les établissements avancent. C'est là où il y a le plus de données disponibles. Donc concrètement, en fait, dans les documents de référence qui ont été transmis, on voit bien que c'est sur les données climatiques que les établissements sont le plus avancés. Mais comme vous le savez, au niveau de la BCE traite vraiment dans un même paquet climat et environnement. Donc, en fait, le climat est inclus dans l'environnement. C'est tout ce qui est dégradation de la nature, biodiversité, stress hydrique. Et ne serait-ce que pour le stress hydrique, on voit bien que c'est quand même des éléments qui de plus en plus vont impacter notre environnement et donc sont susceptibles d'avoir des risques, de créer des risques financiers derrière. Donc, c'est pour ça que la BCE, depuis le début, elle parle bien des deux, même si, y compris d'ailleurs du côté des superviseurs, globalement, au niveau mondial, on est beaucoup plus avancé d'un point de vue quantitatif sur le climat. Et les collègues de l'ADI vont vous parler, au niveau des textes réglementaires, on parle même de l'ESG. Voilà, donc là, nous, on avait centré sur le C et le E, mais au niveau CRD6, on parle de l'ESG, ce qui est encore une dimension encore plus grande. Et là, clairement aussi, le S et le G sont en général moins avancés que le E. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il voilà, il faut avancer sur tous les fronts, mais c'est sûr qu'il y a une réalité des données derrière. Une question sur l'actuel projet de simplification au niveau européen de certaines règles comme CSRD. Est-ce que les recommandations actuelles ici pourraient être impactées par ce projet? Je peux donner un premier élément de réponse. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, CRD6 n'est pas, voilà, n'est pas dans le scope des réflexions, enfin pas à ma connaissance.
Donc CRD6 va entrer en vigueur et tout ce qu'on vous demande tout ce qui est demandé par CRD6 va bien rentrer en vigueur. Encore une fois, il s'agit bien de nouveaux facteurs de risque qui peuvent créer des risques financiers. Et c'est bien le travail des établissements financiers que de gérer ces risques financiers. Donc ça, je crois que ce cadre, il va rester en vigueur. La logique est amenée à rester malheureusement et même à s'accroître dans les années et décennies à venir. La difficulté, bien sûr, c'est que aujourd'hui, il y a quand même un cercle vertueux qui a été voulu par le législateur entre les trois textes, parce qu'effectivement, les acteurs financiers sont dépendants des données de leurs contreparties, notamment des données de contreparties non financières. Donc, globalement, voilà, nous, c'est un mouvement qu'on soutient, hein, le soutien de rationalisation, de simplification quand ça peut l'être. Après, voilà, on espère que ça se fera sans trop de détriment pour la disponibilité des données dont les entités financières ont besoin pour répondre à toutes ces exigences et à l'agenda européen pour l'alignement 2050. Voilà. Je ne crois pas que je puisse en dire, qu'on puisse en dire côté ACPR davantage. Je me tourne vers les collègues de la DAI. Une autre question, comment l'expertise des membres des management body ou conseil de surveillance, administration peuvent être-elles démontrées? Il y a plusieurs approches, hein. Déjà, le parcours professionnel, l'expérience intrinsèque d'une ou plusieurs personnes d'un management body. Et puis, le programme de formation qui peut être mis en place. C'est-à-dire qu'on n'attend pas nécessairement que une ou plusieurs personnes soient d'ores et déjà des experts en matière de risque climatique et environnemental. Par contre, on attend à ce qu'il y ait un certain nombre de formations qui soient déployées le cas échéant pour permettre aux membres d'un organe de gouvernance de s'approprier ces risques, les comprendre et les inscrire dans le cadre d'une compréhension générale du profil de risque de l'entité. Donc, nous, typiquement, on attend à ce que l'établissement nous fournisse les programmes de formation qui sont mis en place, par exemple, pour attester justement de cet effort en matière de formation. Bonjour, vous soulignez la démarche pédagogique avec l'exercice d'auto-évaluation auquel procédaient les établissements sollicités. En juillet dernier, il y a la Banque Sandier, un membre du directeur de la BCE qui évoquait des menaces sur des banques qui ne procéderaient pas à la divulgation de risques climatiques. Est-ce que vous avez déjà un calendrier de sortie de cette logique pédagogique pour être un petit peu plus impactant? Alors, en 2025, la CPR ne rentrera pas dans la même logique que la BCE. Voilà, très clairement, on n'a pas encore prévu de sortir de sortir de la phase pédagogique plutôt que voilà. Donc on n'est pas sur un même calendrier que celui de la BCE. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'à partir de 2026, ça deviendra vraiment du droit dur. Alors comme je vous le disais, j'insiste là-dessus, même sans CRD6, on se trouve tout à fait fondé aujourd'hui à mener cette démarche. Mais à partir de 2026, ça sera vraiment dans le droit dur. À la fois dans tout ce qui est gestion des risques et plan de transition. Donc, à partir de 2026, alors peut-être pas en allant, la BCE est allée loin, mais voilà, en tout cas, ça sera vraiment dans le droit dur à partir de 2026. Donc, on sera fondé à s'attendre à ce que les établissements aient fait des efforts très, très sérieux sur le sujet. Tout petit complément sur cette question qui est effectivement importante. Si on compare, je dirais, la mise en œuvre au niveau ACPR et BCE, bien sûr, il y a aussi une logique de proportionnalité à mettre en œuvre. Il est clair que les attentes, notamment la rapidité, la diligence des plus grands groupes bancaires supervisés directement par la BCE, voilà, ce n'est pas tout à fait les mêmes sujets pour des établissements qui peuvent être de
de moins grande importance et donc sous la supervision directe des autorités nationales. Donc il y a bien sûr aussi un principe de proportionnalité à appliquer qui peut aussi expliquer que par rapport voilà, aux outils qui ont été utilisés au niveau de la BCE et sur la mise en œuvre à CPR, on soit un petit peu en décalage de calendrier, hein. On appliquera et on continuera d'appliquer comme toujours un principe de proportionnalité. Ce qui n'empêche qu'on est quand même en attente d'un traitement priorisé et aussi sérieux possible de ces risques qui sont évidemment extrêmement importants, hein, qui font partie des risques considérés comme prioritaires et sur lesquels il est nécessaire de faire des progrès. Merci beaucoup. Juste une question sur la croche réglementaire. On parle beaucoup des CR26 et la guide BCE qui concerne les établissements de crédit. Mais pour les entreprises d'investissement, est-ce que déjà, donc deux questions à l'une, pardon, est-ce que vous voyez une différence entre les entreprises d'investissement et les banques, donc sur entre guillemets, la prise en compte de ces risques, etc. Et pour les entreprises d'investissement, du coup, qu'on irait regarder plutôt IFR, IFD, et moins peut-être la guide BCE et CRD6, est-ce que du coup, vous voyez un peu un régime à deux vitesses? Ou est-ce que les deux types d'établissements, en fait, voilà, ils prennent en compte ces risques de la même manière, etc. Voilà. Parce qu'on parle beaucoup des banques, mais c'est pour comprendre. Oui, tout à fait, merci pour votre question. Donc, au risque de me répéter, on a déjà en fait dans notre mandat la question des risques financiers. Donc voilà, on a déjà tout l'outillage en fait aujourd'hui à droit constant pour vous demander en fait une gestion adéquate de l'ensemble de vos risques, donc y compris les risques climatiques et environnementaux. Après, vous avez raison, le législateur est allé un cran plus loin avec CRD6 en demandant des plans de transition prudentiels qui ne seront pas dans IFR, IFD. Et donc là, s'agissant de la population, donc des entreprises d'investissement, c'est sûr que a fortiori, ça va être le principe de proportionnalité qui va s'appliquer. Ce que je n'ai pas précisé en introduction, c'est qu'on a sélectionné les acteurs participants à notre périmètre de revue thématique en fonction à la fois de la taille, mais aussi de leur modèle économique. Et on a ciblé des acteurs qui étaient particulièrement exposés, selon nous, à des risques climatiques et environnementaux, notamment des risques de transition. Voilà. J'espère que ça répond un petit peu à la question. Est-ce que le RACI, le rapport annuel du contrôle interne, intégrera en 2026 une rubrique sur le risque climatique? C'est une très bonne question. Personnellement, je pense que ça serait logique. Donc, il faudrait qu'on y... Voilà, voilà, il faut qu'on y, voilà, qu'on y réfléchisse. S'il n'y a plus de questions, on peut peut-être donner la parole aux collègues de la DAI, sachant que si vous avez il y aura de nouveau une session de questions-réponses après leur présentation. Donc, voilà. Merci à tous. Merci, bonjour à tous.
Donc, je suis Sandrine Cocougan, adjointe au chef de service des affaires comptables internationales. Et moi, je vais vous parler plus particulièrement des exigences prudentielles en matière de transparence ESG, donc les exigences en matière de pilier 3 et puis de reporting à venir. Donc, sur le volet disclosure, là, c'est un petit peu particulier parce qu'effectivement, on n'a pas attendu CRR3 pour que le régulateur définisse des exigences. Au titre de CRR2, un mandat avait d'ores et déjà été donné à l'EBA pour proposer un ITS sur un volet du pilier 3 dédié au risque ESG. Donc, dans ce cadre-là, le premier ITS pilier 3 ESG a été publié en 2022 avec des premières publications qui ont commencé dès 2023, mais avec une approche échelonnée qui fait que c'est les publications début 2025, qui auront lieu début 2025 sur la base des données au 31/12/2024, qui représenteront le set complet en fait, des exigences qui avaient été définies dans cet ITS. Sachant que le périmètre d'application est aujourd'hui, en revanche, relativement limité, puisqu'il ne concerne que les établissements financiers de grande taille et cotés, donc ce qui représente une dizaine d'établissements en France. En termes de fréquence de publication, donc la publication était annuelle la première année, mais on est passé à un rythme semestriel. Donc, si on regarde, on jette un rapide coup d'œil à ce qui est demandé aujourd'hui dans le cadre de l'ITS existant. Sur les données qualitatives qui ne sont pas présentées sur cette diapositive, il y a les 3 piliers, en fait, E, S et G, qui sont concernés. Donc, par rapport à la question qui était évoquée tout à l'heure du risque environnemental, risque climatique, là, pour le coup, dans le cadre des disclosures, il est demandé de fournir certaines informations qualitatives non seulement sur les risques environnementaux, mais aussi sur les risques sociaux et de gouvernance. En revanche, c'est vrai que la partie quantitative, elle, se concentre aujourd'hui sur le risque climatique et aborde à la fois le risque de transition et le risque physique. Donc, sachant qu'effectivement, il y a certaines données qui n'ont été demandées qu'au bout d'un an, notamment les données liées au Green Asset Ratio. Et voilà, le set complet, incluant aussi le BITAR, n'était applicable qu'à compter du 31 décembre 2024. Donc, où est-ce qu'on en est aujourd'hui en matière réglementaire? CRR3, pour le coup, prévoit une extension des obligations de disclosure au titre du pilier 3 sur le volet ESG à tous les établissements, mais en prenant en compte un principe de proportionnalité. Donc, l'objectif, l'EBA a commencé à travailler du coup sur un nouvel ITS pour définir des exigences, revoir certaines des exigences définies à l'heure actuelle, et surtout définir les exigences qui s'appliqueraient en fait à ces plus petits établissements. Donc, l'idée, c'était d'appliquer des principes de proportionnalité sur 2 volets. D'une part, la fréquence de publication. On resterait sur une fréquence de publication annuelle pour les SNCI et les institutions autres. Donc, il n'y aurait que les large institutions qui seraient concernées par une fréquence de publication semestrielle, et des mesures d'allègement et de simplification également sur les informations qui sont demandées pour ces plus petits établissements. Donc, si on reprend, je reviens en arrière sur les dispositions telles qu'elles sont définies aujourd'hui. Dans le projet de l'EBA, qui n'a pas encore été ouvert à consultation, mais il était question d'exempter les plus petits établissements de l'obligation de publier les métriques d'alignement aux objectifs de l'accord de Paris, de les exempter de publication au titre des expositions agrégées sur les 20 entreprises les plus carbonées, et également de les exempter des dispositions qui sont relatives à l'atténuation des risques, donc Green Asset Ratio notamment. Donc, il était prévu initialement que le nouvel ITS soit soumis à consultation publique
fin 2024. Après, les travaux ont été un peu plus longs que prévu, ça a été repoussé au premier trimestre 2025, sauf que là, dans cette dernière ligne droite, donc ça fait référence effectivement à une question aussi qui était posée tout à l'heure, il y a la directive Omnibus prévue par la Commission européenne. On devrait avoir des orientations, si ce n'est même un projet de directive, le 26 février. Et donc, à ce titre, le BA a décidé d'attendre et de repousser sa consultation pour éventuellement revoir sa copie au regard de ce qui sera proposé par la Commission européenne. Alors pourquoi? Parce qu'effectivement, comme mentionné tout à l'heure, la Commission européenne, elle travaille sur des textes qui ne sont pas les textes prudentiels dans son périmètre, le périmètre de ce qui sera communiqué au 26 février porte sur CSRD, CS3D et la taxonomie. Mais néanmoins, il y a quand même des interférences entre, puisqu'on parle de transparence, il y a nécessairement des interférences entre ces différentes exigences. Et un exemple typique, c'est le Green Asset Ratio, puisque si le règlement taxonomie était amené à être revu, effectivement, ça aurait des implications sur tout ce qui est demandé au titre du Green Asset Ratio. Alors, effectivement, ça ne concernait pas a priori les plus petits établissements, mais même pour les établissements qui publient aujourd'hui, on pourrait avoir une révision des exigences à ce titre. De la même manière sur les données qualitatives qui traitent aujourd'hui des trois piliers. Est-ce qu'il y aurait comme... Voilà, il y a les autorités françaises qui se sont d'ores et déjà prononcées en proposant d'insister plus sur le volet climatique que sur les autres volets. Donc, voilà, ça peut remettre en question certains des aspects de ces demandes de publication. Donc, on en saura plus, en fait, après la publication de la directive Omnibus le 26 février pour voir quelle est la nouvelle feuille de route de l'EBA et quel délai elle se donne pour soumettre à consultation ce nouvel ITS. Sachant qu'il y avait également un ITS qui était prévu sur le volet reporting. Là, il était question de proposer également un reporting, des reportings dédiés au risque ESG, mais aussi d'intégrer des composantes ESG dans les reportings existants au titre du risque de crédit, de risque de concentration, enfin voilà, des risques existants, du fait qu'effectivement le risque ESG n'est pas un risque à part, mais un facteur de risque pour les autres risques financiers. Donc là, le projet était moins avancé, mais de la même manière, de toute façon, le BA est aujourd'hui un petit peu attentiste sur ce sujet au regard aussi de la directive Omnibus qu'on attend prochainement. Pardon, j'ai éteint le... Voilà. Alors bonjour à toutes et tous, je suis Stéphane Lecourt du service des affaires internationales de la CPR. Donc continuons sur les évolutions relatives au traitement des risques ESG du nouveau paquet bancaire donc, qui est rentré en vigueur en juillet dernier. Avant d'aller dans le détail de ce que contient CRR3 et CRD6, peut-être un message général pour peut-être souligner l'idée force un peu de l'approche des co-législateurs sur cet aspect de prise en compte des risques ESG dans la réglementation bancaire. Et cette idée force, c'est l'approche des co-législateurs de proposer finalement un traitement par une approche de supervision, de surveillance prudentielle individualisée, c'est-à-dire une approche via le pilier 2, et donc qui va consister en l'évaluation par le superviseur et la présentation qu'on a eue de nos collègues du contrôle bancaire en est une parfaite illustration. Donc, une évaluation par le superviseur de la façon dont les établissements vont prendre en compte les risques ESG auxquels ils sont exposés. Et finalement, le corollaire, ou en tout cas cette approche en pilier 2, eh bien, dans le cas présent, elle implique que, en tout cas, le co-législateur a prévu de
ne pas proposer d'exigence en fonds propres automatiques qui découleraient de certains types d'expositions considérées comme sujettes au risque ESG. Et donc, on peut penser à des expositions sur des secteurs en particulier considérés comme fortement émetteurs de CO2. Donc, ce n'est pas le cas. On n'a pas d'exigence de fonds propres automatiques. On n'a pas d'approche en pilier 1. Et je pense que c'est vraiment l'élément essentiel de la façon dont les co-législateurs ont souhaité introduire la gestion des risques ESG dans ce nouveau cadre réglementaire. Néanmoins, et donc à ce titre, les dispositions sont essentiellement contenues dans la directive, donc dans CRD6, qui sera d'application à partir de mi-janvier de l'année prochaine. Mais néanmoins, on a dans CRR3, donc dans le règlement qui est directement applicable, quelques dispositions qui vont venir aider justement notamment le superviseur pour conduire à bien sa mission d'évaluation. Sandrine, donc, si on prend cette première slide qui est donc sur les dispositions présentes dans le règlement, Sandrine a mentionné les éléments de publication qui étaient présents dans CRR2, mais qui sont renforcés dans CRR3. On a des exigences de déclaration qui, là, pour le coup, sont nouvelles. Sandrine en a déjà parlé succinctement, mais ce qui est attendu en termes de déclaration, c'est, en tout cas, le texte de niveau 1 précise que les établissements précisent leur exposition au risque ESG, et notamment en distinguant ce qui relève des risques physiques et du risque de transition, et certaines expositions sur justement certains secteurs considérés potentiellement à risque de transition, mais là explicitement indiqués comme secteur des énergies fossiles. Ça, c'est le texte de niveau 1. Il y a également un mandat donc, qui est donné à l'EBA pour préciser davantage les attendus, préciser également le calendrier et les considérations de proportionnalité qui accompagneront ces exigences de déclaration. Et bon, en termes de calendrier, en effet, on prend un petit peu de retard sur ce qui était initialement prévu. Toujours dans le règlement, on a le cadre d'atténuation du risque de crédit qui évolue un petit peu sur le volet valorisation du collatéral, donc qu'il soit financier, immobilier ou physique. Et là, le règlement précise que finalement introduit ou explicite le fait que cette valorisation du collatéral devra intégrer des considérations ESG, donc sans préciser davantage, sauf peut-être pour indiquer notamment pour la valorisation du collatéral immobilier et physique, de prendre en compte les évolutions réglementaires qui pourraient intervenir, par exemple en termes de par exemple, réglementation thermique des bâtiments ou autre exemple, ça peut être l'interdiction de vente de véhicules thermiques qui viendraient impacter certains produits. On a ensuite des mandats, donc c'est finalement l'essentiel de ce qui est présent dans CRR3, mais on a également des mandats qui sont donnés aux autorités de surveillance. Un premier qui est toujours dans la partie du cadre risque de crédit qui est donné à l'ESMA pour lui demander de faire une évaluation de la façon dont les agences de notation intègrent les facteurs ESG dans leur méthodologie de notation. Et là, on a un rapport qui est attendu assez rapidement, je crois dans un an, donc dans les 6 mois, en juillet prochain, et qui pourrait donner lieu à une proposition législative de la Commission. Et j'allais dire plus près de nous, mais mandat donné à l'autorité bancaire européenne pour poursuivre les réflexions et ses travaux sur la pertinence de introduire finalement un traitement pilier 1 des risques ESG. Ces travaux de la BE ont déjà été entamés sous CRR2 et ont donné lieu à un rapport qui avait été publié fin 23.
rapport dont les conclusions étaient à ce stade, on ne peut pas développer, on ne peut pas proposer un traitement pilier 1, mais voici les travaux qu'on pourrait faire sur le court, moyen terme et long terme pour continuer de réfléchir sur cette problématique-là. Et donc, CRR3 introduit ce nouveau mandat pour la BE, qui est finalement décomposé en 2 parties, parce que 2 rapports sont attendus. Un premier rapport qui était attendu à fin 24, mais dont la publication est vraiment imminente, sur finalement quelle est la disponibilité, enfin faire une évaluation de la disponibilité et de la qualité des données dites ESG, qui est une problématique qui est très largement identifiée par l'industrie et les autorités. Et associé à cette évaluation de la disponibilité et de la qualité des données ESG, c'est est-ce qu'on peut en développer une méthodologie de classification ou de classement des expositions selon un prisme ESG. Et donc voilà, donc ça c'est un premier rapport qui devrait être publié courant janvier pardon, nous sommes en février, donc en février. Un second rapport qui là est à échéance fin de cette année pour le moment et qui va s'appuyer finalement sur ce rapport à venir où là le BA, la BE est sollicité pour essayer d'identifier d'identifier ou voir s'il existe un différentiel de risque entre des expositions qui sont sujettes à des risques ESG et d'autres qui ne le sont pas, et le cas échéant, proposer pas proposer un traitement prudentiel, un traitement pilier 1, mais faire une évaluation des impacts en termes de stabilité financière et de l'activité de prêt des établissements de l'introduction d'un cadre en pilier 1. Et sur la base de ces 2 rapports-là, ou en tout cas, et surtout du dernier, la Commission pourra faire une proposition législative à horizon fin 26. Donc ça, ce sont les éléments donc, présents dans le règlement. Et donc, si on passe à la directive CRD6, qui a été beaucoup mentionnée déjà depuis ce matin, donc je le disais, c'est une approche de surveillance prudentielle individualisée. Et donc, à ce titre-là, le superviseur va évaluer la façon dont les établissements vont prendre en compte les risques ESG, et CRD6 va introduire donc des dispositions pour, entre guillemets, inciter les établissements à intégrer ces risques-là. Donc, en termes d'obligations notables ou principales qui sont introduites par CRD6, on a l'intégration des considérations et des risques ESG dans l'élaboration de l'ICAP, dans l'ensemble des dispositifs internes de gouvernance et de gestion des risques, et tout ceci dans la perspective d'identifier, mesurer, suivre et gérer ces risques-là. Et notre obligation notable et qui est très médiatisée, c'est cette obligation d'élaborer des plans prudentiels. Alors, on parle beaucoup de plans de transition, mais le CRD6 se contente de mentionner les plans que nous, par finalement facilité pour mieux les distinguer des plans qui sont prévus dans CSRD notamment, nommé plan prudentiel. Et ces plans-là, eux, vont avoir vocation justement à identifier, mesurer et définir toutes les actions que les établissements pourront mettre en œuvre pour traiter les effets, les risques financiers liés aux facteurs ESG. Et ça c'est important parce que c'est vraiment quelque chose qui est qui transpire de toutes les dispositions liées au risque ESG, c'est les horizons de temps considérés, donc c'est les courts, moyens, long terme, avec le long terme considéré comme à partir de 10 ans et au-delà. Du coup, on a ces obligations qui sont faites aux établissements, et ça accompagne donc
une explicitation des missions du superviseur, donc qui devra bien sûr suivre la bonne conformité des établissements à ces obligations-là, donc dans le SREP, mais également donc, dans le cadre du contrôle permanent et des échanges avec les établissements. Et alors également, bon, c'est la façon dont CRD6 est rédigé, mais on a aussi une mission du superviseur qui est de s'assurer que les établissements testent bien leur résilience sur les court, moyen, long terme selon différents types de scénarios. Bon, de fait, ça implique que les établissements développent un cadre d'analyse de scénarios voilà, dans ce contexte-là. Et ce qui est dire nouveau, ou en tout cas nouvellement introduit également dans CRD6, c'est les pouvoirs qui vont être associés, ou en tout cas donnés aux superviseurs, et qui viennent répondre spécifiquement, notamment à l'obligation d'élaborer des plans. Et ben, du coup, ça sera sur la base notamment de son évaluation dans le cadre du SREP ou du contrôle permanent, de demander aux établissements d'ajuster leur stratégie, leur dispositif interne pour mieux prendre en compte les risques ESG, le cas échéant. Donc, ça devrait se translater dans la façon dont les plans sont élaborés. Et je termine sur ce dernier point. Donc, les dispositions dans CRD sont finalement assez générales et ont donc été précisées dans des orientations de l'ABE. Donc, des mandats sont donnés à l'ABE pour préciser justement comment on identifie, mesure, suit et gère ces risques ESG. Et puis, dans un autre volet, comment on développe un cadre d'analyse de scénario. Ce que je n'ai pas mentionné également, c'est les considérations de proportionnalité qui apparaissent dans CRD6, notamment concernant l'élaboration des plans et tout ce qui relève de la façon dont les risques ESG sont pris en compte dans les dispositifs internes. Et je m'arrête là. Merci, merci Stéphane. Donc, Stéphane vous a présenté les textes de niveau 1 que sont CRR3 et CRD6. Et de mon côté, je vais m'attacher à un peu vous préciser davantage ce qu'attend l'autorité bancaire européenne et les orientations et projets d'orientation qu'elle a publiés sur les sujets ESG, notamment à travers 2 documents. Un premier sur la gestion des risques ESG de manière générale et un second qui est en consultation publique en ce moment même sur l'utilisation de l'analyse de scénarios climatiques par les établissements. Sur le premier sujet, donc l'EBA a publié il y a un peu moins d'un mois maintenant la version finale de ses orientations sur la gestion des risques ESG. Donc c'est un document qui vient en fait préciser toutes les attentes de l'EBA en matière d'identification, de mesures, de gestion et de suivi des risques ESG. Donc, c'est bien les risques ESG dans son ensemble, comme ça a été évoqué précédemment par mes collègues, même s'il est vrai qu'il y a quand même un focus qui est davantage mis sur le climat. Et donc, ces orientations viennent par ailleurs préciser ce que le BA attend sur les plans prudentiels, sur le contenu des plans prudentiels et sur la manière dont ils doivent être élaborés par les établissements. Depuis la consultation publique qui a eu lieu début 2024, il y a quelques modifications qui sont apparues sur ce document. Notamment, on a cherché à articuler au mieux les exigences prudentielles avec les exigences de CSRD, entre autres. Et par ailleurs, le BA a renforcé le caractère pédagogique de son document et notamment les considérations de proportionnalité pour prendre en compte au mieux la situation des plus petits établissements. Dans un premier temps, donc, sur l'identification et la mesure des risques ESG, le BA vient préciser ici que les établissements sont soumis à une obligation de procéder à des évaluations de matérialité régulière des risques ESG, c'est-à-dire donc une évaluation des potentiels effets des facteurs de risque ESG sur les risques financiers traditionnels que sont le risque de crédit, de marché, etc. Pour ce faire, donc, on vient préciser en fait une liste de données qui sera obligatoire de récolter
sur les contreparties large corporate. Donc, par exemple, ça touche les données telles que les émissions de gaz à effet de serre de la contrepartie, sa dépendance aux énergies fossiles, la localisation de ces sites de production principaux, etc. Et le BA vient préciser aux établissements les méthodes qu'ils peuvent employer pour identifier ces risques ESG. Par exemple, on peut citer les méthodes d'évaluation d'alignement des portefeuilles financiers. Pour vous illustrer un peu plus concrètement ces dispositions sur l'identification des risques ESG, je peux vous proposer un exemple qui n'est pas précisé dans les guidelines, mais qui néanmoins peut être un peu mieux illustrer ce qu'on attend. Donc, par exemple, pour évaluer, identifier un risque physique sur une exposition sur un prêt immobilier, on pourra s'attendre d'un établissement qu'il collecte certaines données. Donc, ça pourrait être la localisation géographique du bien. Ça pourrait être aussi disposer d'une cartographie des aléas climatiques en France, ou en tout cas dans la zone en question, et d'identifier la vulnérabilité de sa contrepartie. Ensuite, à partir de ces données, donc l'établissement peut venir construire un score de risque physique, puis identifier les expositions qui, ici, pour lesquelles ce score indiquerait un risque physique climatique particulièrement élevé. Fixer donc un seuil de matérialité, par exemple, si X% de mes encours immobiliers disposent d'un score élevé de risque physique, alors je considère que ce risque est matériel sur ce portefeuille. Et ensuite en déduire une matrice de matérialité qui croiserait ce risque physique climatique avec les risques financiers traditionnels. Ensuite, donc on vient un peu préciser ce qu'on attend une fois que ces risques ont été identifiés et mesurés, ce qu'on attend en termes de gestion et de suivi de ces risques. Et dont notamment le BA précise bien qu'en fait tous ces sujets de gestion des risques ESG doivent être intégrés pleinement dans les processus habituels de gestion des risques, donc dans le cadre de gestion des risques, dans l'appétit au risque, dans l'ICAP, voilà, de manière générale. Donc c'est une intégration pleine et entière de cette gestion des risques ESG. Et pour les gérer et les suivre au mieux, le document en fait vient indiquer une liste d'outils de mitigation qui peuvent être employés par les banques, ainsi qu'une liste d'indicateurs de suivi des risques ESG qui sont obligatoires pour les plus grandes banques, mais facultatifs pour celles de taille moins importante. Donc ici, donc je l'ai déjà un peu dit, mais donc la prise en compte de la proportionnalité a été un grand sujet, notamment suite à la consultation publique. Donc cette proportionnalité, elle est prise en compte de plusieurs manières, à la fois en fonction de la taille de l'établissement, où les plus petits établissements sont, par exemple, dispensés dans les indicateurs de suivi des risques ESG ne sont pas obligatoires pour eux, mais aussi, par exemple, la fréquence de l'analyse de matérialité qui doit être effectuée peut être moindre. Mais aussi également, cette proportionnalité, elle est prise en compte en fonction de la taille de la contrepartie, parce qu'évidemment, le BA est bien conscient qu'il est plus facile de collecter des données ESG sur des contreparties des larges corporates que ça peut être le cas sur une micro-entreprise. Donc ici aussi, les listes des points de données à collecter sont obligatoires uniquement pour les contreparties de plus grande taille. Enfin, on propose de vous faire un petit focus plus spécifique sur les plans prudentiels. Donc, comme Stéphane l'évoquait, on les appelle souvent les plans de transition, mais il faut néanmoins les distinguer des plans de transition stratégiques qui sont publics et qui seront publiés en vertu de CSRD, et les plans prudentiels qui, eux, viennent de la directive CRD 6 et qui, là, sont vraiment axés sur les risques qui sont qui ne seront pas publiés, mais simplement transmis aux superviseurs. Et donc, dans ces guidelines, le BA précise ce qu'on attend des plans prudentiels, et notamment, depuis la consultation publique, le BA est venu proposer une annexe au document qui est en fait un outil pédagogique pour vraiment essayer d'aider les établissements au mieux à construire leurs plans prudentiels. De manière générale, donc sur les dispositions des orientations sur les plans, donc il y a le BA vient fixer les grands principes généraux d'élaboration des plans.
Donc, notamment, ces plans sont fondés sur les évaluations de matérialité qui doivent être faites dans le processus d'identification des risques ESG. Et ils doivent prendre en compte des horizons temporels de court, moyen et long terme. Le long terme étant entendu dans CRD6 comme un horizon temporel de plus de 10 ans, de 10 ans minimum. Sur la méthodologie et la gouvernance, ici aussi, des dispositions sont précisées. Donc, ces plans doivent être issus d'un processus de planification de la transition qui doit être le même que le processus de planification de la transition qui est mis en place en vertu de CSRD. Et ici, c'est l'idée d'un plan unique en fait, qui a été reprise par le BA et qui avait été beaucoup discuté avec l'industrie notamment. Et donc, on a vraiment une pleine cohérence entre les dispositions de CSRD et les dispositions prudentielles, où on a donc un plan stratégique CSRD et le plan prudentiel s'appuie sur cette stratégie et cette planification de la transition qui a été mis en œuvre en vertu de CSRD. Sur d'autres points un peu méthodologiques et de gouvernance, très rapidement, donc, le BA vient un peu préciser la gouvernance des plans qui doit être mis en place, et notamment le fait que le management body est responsable de l'approbation du plan et doit suivre sa mise en œuvre dans le temps. Enfin, sur les plans, dernier point sur les objectifs et les indicateurs des plans, une liste d'indicateurs obligatoires figure dans les guidelines. Donc, ce sont les mêmes indicateurs que les indicateurs cités précédemment sur le suivi des risques ESG. Donc, c'est par exemple suivre des indicateurs d'alignement de portefeuille, des émissions financées par l'établissement, de la part de ses revenus qui émanent de contreparties qui opèrent dans des secteurs qui contribuent fortement au changement climatique, etc. Néanmoins, cette liste d'indicateurs est facultative pour les SNCI et s'applique donc exclusivement aux plus grandes banques. Donc ici aussi, il y a un souci de la prise en compte de la proportionnalité qui a été pris en compte par l'EBA. Donc, via ces indicateurs facultatifs, mais via de manière plus générale des dispositions ciblées et allégées à l'égard des SNCI. Enfin, juste un petit point pour votre bonne information. Donc, ce document s'adresse vraiment aux établissements. Néanmoins, il y a aussi des travaux évidemment en cours côté EBA pour les superviseurs et sur la supervision des plans prudentiels. Et ces travaux-là sont réfléchis et discutés en ce moment même dans les enceintes de l'EBA. Et donc, l'intégration, tous les sujets de supervision des plans prudentiels seront couverts ultérieurement par une mise à jour des orientations SREP, dont donc on devrait avoir un premier document de consultation d'ici fin 2025 et une publication finale en 2026. Donc, voici pour ce premier texte de l'EBA. Donc, il a été publié il y a un mois. Il entrera en application quand CRD6 entrera en application, c'est-à-dire dans un peu moins d'un an maintenant, en janvier 2026. Avec une exception, il y aura un phase-in d'un an qui est prévu pour les CNCI pour leur laisser encore davantage le temps de se conformer aux exigences de l'EBA. Et enfin, un second sujet qu'on souhaitait vous présenter aujourd'hui, un deuxième texte de l'EBA. Donc, cette fois, c'est le papier de consultation qui a été publié en janvier, donc, et non le papier, les orientations définitives. Il s'agit donc des orientations sur l'analyse de scénarios ESG. Donc, pareil, c'est un document qui émane d'un mandat de CRD6. Et donc, ici, le BA a cherché à se pencher sur la manière dont les banques peuvent utiliser les scénarios climatiques, notamment, et environnementaux de manière générale. Donc, l'analyse de scénarios, tout d'abord, qu'est-ce que c'est ? C'est un processus d'identification et d'évaluation des implications potentielles d'une série d'états futurs plausibles du monde, et notamment d'états en lien avec tous les sujets climatiques et environnementaux, et donc des risques que ces futurs états du monde peuvent impliquer. Donc, cette analyse de scénario, en fait, c'est un outil précieux pour anticiper les risques prospectifs que sont les risques ESG
et mieux s'y préparer. Ces guidelines, elles s'articulent autour d'une distinction entre différents types d'analyses de scénarios qui peuvent être utilisées. Une analyse à plus court terme, donc les stress tests climatiques, où là, l'enjeu, c'est vraiment un enjeu de stress test court terme sur la solvabilité et la liquidité. Et plus long terme, un deuxième type d'analyse de scénario qui porte sur que le BA appelle l'analyse de résilience climatique, qui là porte vraiment plus sur la résilience de l'établissement, entendu dans le sens de la résilience de son business model au risque climatique ESG, et donc ici un enjeu de plus long terme. Ces guidelines, donc, elles sont divisées en 3 sections qu'on a essayé de reproduire sur ces slides. Une première section sur l'usage et la gouvernance de l'analyse de scénario, qui vise un peu à répondre à la question pourquoi utiliser l'analyse de scénario. Une seconde section sur vraiment l'élaboration des scénarios et donc comment on élabore ces scénarios. Et enfin, une troisième section sur la conduite de l'analyse de scénario. Tout d'abord, donc, sur cette première section sur pourquoi en fait utiliser ce nouvel outil qu'est l'analyse de scénario. Alors, tout d'abord, parce qu'en fait, c'est un outil qui permet de capter les risques ESG en ayant une approche prospective à court, moyen et long terme. Et donc, l'EBA indique aux établissements, en lien avec les dispositions de CRD6, de les inclure dans leur boîte à outils de gestion des risques. C'est un outil qui est transversal, donc il faut que le cadre de l'analyse de scénario soit cohérent avec tout le business model et les activités de la banque. Et enfin, l'analyse de scénario et les scénarios utilisés doivent être proportionnés et être fonction de l'établissement. Donc, c'est-à-dire que le degré de sophistication qu'on attend des scénarios climatiques utilisés par les établissements dépend à la fois évidemment de la taille de l'établissement, mais aussi de sa complexité, de son business model et de son évaluation de matérialité des risques ESG. Enfin, donc, dans un second temps, sur l'élaboration des scénarios et la manière dont ces scénarios doivent être élaborés, l'EBA vient en fait préciser aux établissements donc, comment on devrait élaborer un scénario. Donc, tout d'abord, il faut identifier des facteurs de risque ESG qui soient à la fois relatifs aux risques de transition. Donc, ça peut être par exemple les évolutions réglementaires, les évolutions des préférences de consommateurs, etc. Et aux risques physiques, donc là, les inondations, feux de forêt, etc. Et donc, la variation de ces facteurs de risque va créer des variations dans le scénario. Et l'idée, c'est d'essayer de choisir les facteurs de risque qui soient les mieux adaptés à son business model et à son activité. Ensuite, l'établissement va définir une trajectoire, donc à travers un scénario baseline et plusieurs scénarios adverses. Et pour s'aider à construire ces trajectoires et à construire ces scénarios, l'EBA renvoie notamment vers de nombreux travaux d'organisations internationales tels que les travaux du NGFS qui ont déjà pré-mâché le travail, si on peut dire, en partie, et qui peuvent ensuite être repris en partie par les établissements, mais en les adaptant chacun à son business model. Et ensuite, donc, une fois que ces scénarios ont été construits, il s'agira pour l'établissement d'identifier les canaux de transmission à travers lesquels les scénarios climatiques se répercutent en risque financier pour l'établissement. Et donc, ici, le BA vient préciser des canaux qui sont à la fois micro et macroéconomiques qui peuvent être pris en compte par les établissements. Enfin, et dernière section de ces travaux, sur vraiment la conduite de l'analyse de scénario. Donc, comme je vous l'ai dit en préambule, on distingue on fait une distinction entre les climate stress tests et les climate resilience analysis. Donc, pour les climate stress tests, on se place dans un horizon de plus court terme avec un enjeu solvabilité, liquidité. Et donc, pour cette partie court terme, moyen terme du cadre de stress test, la mise en œuvre de l'analyse de scénario en fait s'appuie sur le cadre existant de stress test développé pour les besoins de l'ICAP. Et il s'agit ici d'y intégrer des considérations ESG. Tandis que pour la Climate Resilience Analysis, donc on est plus dans un horizon de
de long terme. Et en fait, l'idée ici, c'est pour l'établissement d'utiliser différents scénarios pour projeter à long terme les évolutions des caractéristiques de son modèle économique et donc en déduire en output en fait des questionnements ou non sur la viabilité de son business model au regard des facteurs de risque ESG. Alors, en conclusion sur ces travaux, donc c'est des travaux qui restent pour l'instant encore assez nouveaux. L'analyse de scénarios, alors, on en parle depuis quelques années, mais ça reste un outil relativement nouveau. Donc, on est encore sur des travaux assez exploratoires, ce qui explique notamment que le BA, alors bien que le mandat porte sur l'ESG de manière générale, mais dans les guidelines, le BA se focus beaucoup sur le climat parce qu'on est conscient que pour l'instant, c'est principalement sur le risque climatique que des scénarios sont développés et moins sur les autres risques environnementaux ou sociaux et de gouvernance. Mais c'est un outil qui sera très important pour avoir une vision prospective des risques ESG et la consultation publique étant encore en cours, on vous invite tous à participer à la consultation, à répondre à cette consultation si vous avez des éléments à partager avec le BA. Et voilà, donc on vous invite à y participer si vous avez vous-même des pratiques que vous souhaitez partager ou des remarques à apporter sur ces travaux. Donc voici pour cette présentation du cadre réglementaire prudentiel. Donc il y a à la fois des dispositions des textes de niveau 1 et des textes de niveau 2. Et donc juste pour rappel, donc ces dispositions, notamment suite à CRD6, entreront en application à compter de janvier 2026. Voici pour nous, si vous avez des questions, nous sommes là pour y répondre. Une question en ligne. Est-ce que vous avez déjà répondu en partie, mais est-ce que ce serait possible d'avoir un peu plus de précision sur le principe de proportionnalité pour les plans prudentiels? En particulier, qu'est-ce que signifient les allègements ciblés pour les SNCI? Je peux commencer et Sarah complétera si utile. Sur les ajustements ciblés, on a dans le texte de niveau 1 directement une disposition qui précise que, notamment pour les établissements dits SNCI, des ajustements ciblés sur la façon dont les plans pourraient être élaborés. C'est une disposition qui est prévue dans le texte de niveau 1. Et donc, il s'agit, charge ensuite aux États membres de préciser davantage, dans le cadre de leur transposition en droit national, ce qui est entendu, ou en tout cas ce qui peut être envisagé en termes d'ajustement ciblé. Alors ça, c'est une première partie de réponse. Et donc, la transposition est en cours actuellement et, j'allais dire, rien n'est arrêté à ce stade dans le cadre de la transposition dans le Code monétaire et financier. Il y a un deuxième élément de réponse possible à donner, c'est et notamment la façon dont l'EBA a abordé ses travaux d'élaboration des orientations sur les points spécifiques au plan, c'est justement prévoir suffisamment, ou j'allais dire des éléments de proportionnalité d'ores et déjà dans les orientations pour répondre finalement à cette disposition qui est présente dans le texte de niveau 1 et peut-être limiter les possibilités ou limiter la pertinence pour les États membres d'aller spécifier chacun dans son coin des allègements qui du coup réduiraient l'harmonisation dans l'élaboration de ces plans. Ouais, non, c'est exactement ça. Je me permets de préciser, par exemple, sur les orientations de l'EBA. Donc, je vous renvoie vers le document si vous voulez voir l'ensemble des dispositions qui sont allégées pour les SNCI. Mais si on prend l'exemple de la gouvernance des plans, donc les SNCI devront appliquer les dispositions de l'EBA sur
vraiment dans la gouvernance dans son ensemble du plan, donc le fait de devoir assigner des rôles et responsabilités précises au management body, etc., dans le cadre du plan. Mais par exemple, les SNCI sont exemptés d'autres dispositions sur la gouvernance du plan, telles que celle de préciser comment la politique de rémunération est impactée par les objectifs du plan prudentiel, de préciser, par exemple, précisément les ressources qui sont employées pour former les employés sur la mise en œuvre des plans prudentiels, etc. Donc, je vous renvoie vers la section 6 des guidelines qui précise plus en détail quel paragraphe ou non s'applique au SNCI. Mais voilà pour un exemple. Question complémentaire, parce que vous parlez des SNCI, mais qu'en est-il de la proportionnalité pour d'autres LSI qu'on dit médium, par exemple? Oui, alors très bonne question. Effectivement, je l'ai pas évoqué dans ma présentation. C'est un point qui a été revu après consultation et qui a notamment été poussé par la CPR. Ce point, donc, il s'agit d'avoir une plus grande progressivité de la proportionnalité dans les guidelines. Donc, avant consultation, on avait simplement une distinction SNCI autres banques. Dans les guidelines actuelles, il y a des dispositions qui s'appliquent exclusivement au SI. Et donc, les LSI sont également exemptés au même titre que les SNCI. Et donc, ici aussi, alors ça dépend des dispositions du texte, mais la situation des banques intermédiaires entre SI et SNCI a été prise en compte dans le texte. Pardon, je fais un petit complément sur la première question qui était posée sur ce qui est indiqué comme waiver ciblé sur les plans. On a eu effectivement, la façon dont c'est rédigé dans le texte de niveau 1 peut soulever des questions. On a eu un échange avec la commission, en effet, pour clarifier l'intention derrière la façon dont la disposition est rédigée. Et la commission a été assez claire de dire qu'il ne s'agit pas d'exempter les SNCI de l'élaboration de plans. Donc c'est vraiment, le plan devra être fait et simplifié à certains égards, j'allais dire là où ça va bien, mais en tout cas, il n'est pas question de... Enfin, en tout cas, voilà, la commission a été assez claire sur le fait qu'il n'y avait pas d'exemption totale dans l'élaboration des plans pour les SNCI. Bien, merci à mes collègues pour les présentations, réponses aux questions. Merci à vous pour la qualité de ces échanges qui nous sont très, très utiles. Peut-être pour conclure cette réunion, moi je souhaiterais revenir plus particulièrement sur 3 points sur la base de certaines de vos questions. D'abord, est-ce que nous envisageons un nouvel exercice, un nouveau questionnaire en 2025? Donc comme ça a été indiqué, oui, effectivement, mais avec peut-être un cadrage un petit peu différent, en le centrant sur la préparation à une nouvelle disposition de droit dur de CRD6. Je crois que ce qui est important de comprendre, c'est que 2025 va être finalement un petit peu une année de transition. Les 2 premiers exercices de revue thématique que nous avons pu conduire avaient une vocation, je dirais, un peu de découverte, d'appréhension du sujet par les établissements et aussi de sensibilisation. On va rentrer progressivement dans un univers réglementaire différent. Et donc, c'est un petit peu mon deuxième point. Je crois que là aussi, comme ça a été indiqué par mes collègues, nous allons désormais intégrer progressivement
et en appliquant le cadre réglementaire avec proportionnalité, euh, les risques climatiques et ESG dans notre cadre de supervision. Quelqu'un a évoqué la possibilité d'une annexe au RACI, comme on l'a fait, une annexe spécifique, comme on l'a fait d'ailleurs pour le risque cyber. C'est effectivement une voie sur laquelle on peut réfléchir, mais d'une manière plus générale, effectivement, on va rentrer progressivement dans des échanges, je dirais, plus classiques, comme on le fait sur les autres catégories de risques au titre du contrôle permanent. Et puis, troisième point, il y a cette question sur finalement l'impact des réflexions en cours sur la simplification, sur le cadre réglementaire et de supervision. Donc peut-être, voilà, par rapport aux initiatives en cours de la Commission européenne, hein, et directive Omnibus, c'est un petit peu tôt, hein, à quelques semaines, on aurait pu certainement avoir un échange plus concret, mais voilà, là on attend la sortie de ce projet à la fin du mois de février. Mais peut-être quelques mots sur le fond. La simplification, à la CPR, on y est favorable. Je crois que notre gouverneur, le gouverneur de la Banque de France, président de la CPR, s'est d'ailleurs exprimé à plusieurs reprises sur le sujet. On a eu un agenda réglementaire très chargé au cours des dernières années et donc on rentre dans un cycle un petit peu différent. Et c'est le bon moment pour se poser cette question d'une opportunité de simplification. Et clairement, pour ce qui concerne les reporting climatiques et plus généralement ESG, il y a certainement des marges de manœuvre hein, pour essayer de limiter autant que possible les sources de chevauchement ou de redondance, hein, telles qui peuvent exister entre CS3D, CSRD, taxonomie, voire d'ailleurs au niveau national où la France a été souvent pionnière hein, sur notre loi énergie-climat, si à travers certaines transpositions, il peut y avoir aussi quelques marges de manœuvre de simplification. Donc oui, la simplification, c'est vraiment une bonne chose. Mais par ailleurs, simplification n'est pas dérégulation. Et clairement, sur le volet des risques climatiques, les risques vont se maintenir, ils peuvent même s'accroître en cas d'inaction. Donc ces sujets vont rester dans le top de nos priorités de supervision, comme dans celles d'ailleurs des autres superviseurs, à commencer au premier chef par la Banque centrale européenne. Donc voilà, ne relâchons pas nos efforts. Je crois que ces sujets, nous allons continuer à échanger, à y travailler avec beaucoup voilà, d'énergie et sans mauvais jeu de mots et en étant conscient, je pense, des enjeux. Merci et donc bonne fin de journée et à bientôt pour continuer ces échanges.